Commencez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on a vu la fois dernière la définition de l'être vivant. Donc c'est un être dont le mouvement vital est continu, et il est immanent, donc à partir de l'intérieur. Donc immanent à partir de l'intérieur. Donc continu et immanent. Donc c'est la différence avec tous les êtres qui sont morts, qui sont des minéraux. Voilà, alors on arrive à la nature de l'être vivant. Donc après la définition, on va approfondir la chose elle-même. La nature, donc l'essence. La nature, ça veut dire l'essence que la chose a dès le début. Nature, ça veut dire, ça vient de nachi, ça veut dire de naître. Donc l'essence que la chose a dès le début de son existence, donc qui appartient à soi-même, qui fait son être, la nature. Alors, de quoi s'agit-il? Donc c'est l'état de la question. La structure admirable et les fonctions si harmonieusement coordonnées de l'organisme vivant demandent évidemment une raison suffisante, une cause qui rende compte de cet ordre et de sa conservation. Donc il y a une structure admirable, des fonctions coordonnées harmonieusement dans l'organisme vivant, et cela pointe à une cause proportionnée. Toute chose a une cause, et une cause qui est proportionnée à l'effet. Donc une raison suffisante qui rend compte, qui peut expliquer cet ordre qui est dans l'être vivant et de sa conservation de l'être. Parce qu'on va remarquer que la première chose que les êtres ont comme tendance, c'est de se conserver dans l'existence. Donc c'est universel, même dans l'homme. Donc l'instinct de survie est l'instinct le plus fort de tout. Et c'est un principe universel dans tout ce qui existe, dans toute vie. Alors, pour se rendre compte justement de cette cause de cet ordre, voilà, le texte continue, deuxième paragraphe. 3 hypothèses ont été et sont encore mises en avant pour résoudre ce problème, si c'est un problème, quoi. Enfin cette question plutôt. C'est pas un problème. Enfin, c'est un problème au sens on se pose la question. Quelle est la cause de cette merveille qu'on observe, l'être vivant? La première tentative d'explication, le premier que nous désignerons du nom de vitalisme outré ou vitalisme de l'école de Montpellier. Cette école philosophique, ou qui se dit philosophique, voit dans l'être vivant des forces vitales distinctes des forces physico-chimiques de la nature inanimée.
Voilà. Bien sûr, l'être vivant, c'est pas l'être non vivant. Il y a une différence. Alors, cette école de Montpellier va voir dans l'être vivant les forces vitales qui sont distinctes des forces physico-chimiques. Donc, elle va voir ce qui est différent entre l'être vivant et l'être non vivant, donc le minéral. On appelle ça le minéral ou le corps, tout simplement, le corps mort, le corps, les minéraux, les forces. Donc, il va voir la distinction. Parce qu'entre parenthèses, on sait très bien que dans l'être vivant, il y a aussi un niveau physico-chimique. Tout être vivant, vous l'observez par vous-même, a aussi un niveau physico-chimique. Il n'y a pas d'être vivant qui n'est pas composé de minéraux, etc., qui n'a pas un élément, un aspect physico-chimique, qu'il a en commun avec les minéraux. Mais l'être vivant a beaucoup plus. Il a des forces vitales que l'être non vivant n'a pas. Et l'école de Montpellier va surtout voir les forces vitales distinctes. Voilà. La seconde école, ou l'hypothèse plutôt, porte le nom de organicisme et n'est au fond qu'une application particulière du mécanisme philosophique. Elle ne voit dans les êtres de la nature, donc tous les êtres qui se présentent à l'homme et qui ne sont pas faits par l'homme, donc les êtres de nature se contre-distinguent avec les êtres artificiels, donc artifices qui ont été faits par l'homme. Donc cette école nous voit dans les êtres de la nature, donc qui ne sont pas faits par l'homme et qui se présentent comme le monde des minéraux, des plantes et des animaux, etc. Donc dans les êtres de la nature, et en particulier dans les êtres doués de vie, donc les plantes, les animaux, les hommes, on ne parle pas encore des anges, parce que les anges ne sont pas perceptibles pour les sens, donc on s'occupe maintenant ici des choses qui sont perceptibles par les sens, donc les êtres doués de vie, c'est donc trois niveaux, la plante, l'animal et l'homme. Donc dans les êtres doués de vie, elle ne voit qu'un groupement de parties matérielles et de mouvements, un pur agglomérat d'atomes et de causes efficientes qui se réduisent à des forces mécaniques. Donc, l'organicisme. Donc, tout être vivant, c'est un groupement de parties matérielles, de mouvements, un pur agglomérat d'atomes et de causes efficientes qui se réduisent à des forces mécaniques. Donc, c'est une application particulière du mécanisme philosophique. Donc, on va voir après s'ils ont raison, oui ou non, ou partiellement raison, etc. Et dans quelle mesure ils ont raison, et dans quelle mesure ils n'ont pas raison. On va voir ça plus tard. Entre ces deux systèmes, diamétralement opposés, donc celle de Montpellier et celle de l'organicisme, le Montpellier voit seulement les forces vitales distinctes, l'organisme voit le mécanisme, il dit que la vie, c'est un développement, c'est un petit, disons, ce sont des êtres minéraux développés, plus compliqués, etc. Donc entre ces deux écoles opposées,
se place comme un juste milieu. La théorie, ou plutôt la solution, d'Aristote et de saint Thomas, qu'on pourrait appeler le vitalisme modéré ou naturalisme vitaliste. Alors, selon donc Aristote, expliqué par saint Thomas, l'être vivant, comme tout être substantiel, ça veut dire qui existe sur soi-même, par soi-même, qui n'est pas un accident, mais qui existe en soi-même, comme tout être substantiel, donc qui existe, qui a une substance, qui le fait exister. L'être vivant n'est pas un simple agrégat accidentel d'atomes et de forces, comme dit l'école de l'organisme, ou de l'organicisme, mécanisme. Donc ce n'est pas un simple agrégat accidentel d'atomes et de forces, mais une nature qui tend vers un but déterminé. Donc ce n'est pas un agrégat accidentel d'atomes, mais c'est une nature qui tend vers un but déterminé. C'est beaucoup plus, donc. À la réalisation duquel elle fait converger, comme autant de moyens, les forces dont elle dispose. Donc il y a un but et des moyens. Des forces dont elle dispose et qu'elle fait converger vers ce but. Donc il y a toute une organisation, l'organisme vital a toute une organisation de moyens qui dirigent vers un but déterminé, qui répond à sa nature, à ce que la plante ou l'animal est. Cette nature, donc l'essence qu'il a dès le début de son existence, cette nature, principe premier et fondamental des tendances et des activités de l'être, trouve sa raison intime en ce que nous appelons la forme substantielle, ou dans l'être vivant, l'âme ou le principe vital. Voilà. Donc tout être vivant a une âme, une certaine âme, enfin celui qui anime dans le sens philosophique, parce que l'âme, au sens vulgaire et même théologique, ça désigne le principe vivant de l'homme. Mais l'âme, au sens philosophique, désigne tout ce qui anime, âme animée, anime l'être vivant, même la plante. Donc c'est beaucoup plus général. Donc il faut comprendre que les termes ont d'autres significations selon la discipline dans laquelle on se trouve. Donc on est ici en philosophie, et pour la philosophie, l'âme désigne donc le principe vital. Le principe qui donne la vie. Autant dans la plante, que dans l'animal, que dans l'homme, et même l'ange. On ne parle pas de Dieu, parce que en Dieu c'est un cas spécial, parce que Dieu est tout ce qu'il a, donc il est existant, donc c'est beaucoup plus fort, donc ça dépasse toutes les catégories, c'est hors catégorie. Dieu est hors catégorie, donc on en parlera dans un traité spécial qui s'appelle la théodicée, ou la théologie naturelle. Donc, l'Aristote et saint Thomas voient dans l'être vivant beaucoup plus qu'un mécanisme compliqué d'atomes, etc., et de mouvements, que dit l'organicisme. Mais, bien sûr, il y a ça aussi dans l'être vital. Il y a un niveau minéral et mécanique. Oui, nous avons tous des ossements, donc
des minéraux, des cheveux, des ongles, donc il y a un niveau minéral, et même dans le sang, c'est que des minéraux, il faut prendre des minéraux et des vitamines pour exister, donc on a un niveau minéral. Mais l'être vivant, la nature, ce qui fait, ce que la nature vitale est vivante, c'est un principe premier et fondamental, donc le plus profond, des tendances et des activités de l'être, et qu'on appelle la forme substantielle vitale, l'âme ou le principe vital. Parce que tout être substantiel a une forme substantielle, bien sûr. Mais là, c'est une forme substantielle vitale, l'âme, ou le principe vital, voilà, au sens philosophique. Ce qui anime, anima. Hein. L'âme, en latin, c'est anima, et ça vient d'animer, voilà. Et l'animer, c'est la vie. Donc tout ce qui anime la plante, c'est un principe vital. Ce qui anime l'animal, c'est un principe vital un peu plus développé. Hein. C'est un être vivant plus parfait, plus sophistiqué, plus haut, une catégorie plus haute. Et puis l'homme, qui est encore plus haut, parce que son principe vital est même une âme immortelle. C'est encore plus haut que les animaux, beaucoup plus haut que les animaux. Donc il y a des degrés. Et puis on arrive à l'ange, qui n'a même pas de matière, et qui a une âme immortelle sans corps, et qui est faite pour vivre sans corps, donc un esprit pur, comme Dieu. Mais alors limité. L'ange est limité et Dieu était limité. Donc il y a une hiérarchie dans les êtres vivants. Alors je continue. Donc en bas de page, rien cependant ne justifie l'affirmation des vitalistes, non, de cette première école de Montpellier. Donc cette affirmation outrée que ce principe vital, donc je prends la page suivante, que ce principe vital serait immatériel et simple, source de force supérieure à celle du règne minéral. On ne peut pas dire ça des plantes et des animaux, ça c'est outré. On peut dire ça de l'homme, oui, mais pas des plantes et des animaux. Donc c'est pour ça que Saint Thomas et Aristote se trouvent entre ces deux écoles. L'un est trop dans le mécanisme, dans les minéraux, et l'autre est trop dans l'esprit de l'homme et de l'ange. Donc, si on parle de la vie en général, on inclut aussi, surtout, et les plantes, les animaux. Donc, on ne peut pas parler de principe vital immatériel, donc spirituel. Non. Ce qui est spirituel est immortel, alors les plantes et les animaux auraient une âme, un principe donc, qui les anime, immortel. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. On le sait que seulement l'homme a une âme immortelle et l'ange, mais pas la plante et l'animal. Alors, donc la raison se trouve de nouveau chez Aristote et saint Thomas. Preuve du vitalisme scolastique. Scolastique, ça veut dire de l'école, scola, de l'école de saint Thomas. Premièrement, le premier principe de la vie est un sujet composé de matière. Alors on parle de la vie de la plante et de l'animal. Bien sûr, pas de l'homme, parce que là c'est une exception. Hein, donc on parle ici des plantes et des animaux. Donc le premier principe de vie est un sujet, principe composé de matière. Le principe de vie, le premier principe de vie est un sujet de problème.
ça veut dire le sujet dans lequel se trouve la vie. Eh bien, c'est la matière. C'est la matière. La nature d'un être se traduit dans ses actes. Donc c'est par son agir qu'on connaît sa nature. Si on observe un rocher, on voit qu'il se comporte comme un minéral, donc c'est un minéral. Quand on observe une plante, on voit qu'elle se comporte comme une plante, donc c'est une plante. Quand on observe un chat, il bouge, donc c'est pas une plante, donc il bouge, etc. Il a des sens, il réagit, il voit, il entend, donc il réagit à des sons et des lumières, etc. Donc c'est un animal. Voilà. Donc la nature de l'être se traduit par ses actes. Agere sequitur esse. L'agir suit l'être. Operari sequitur esse. Donc on agit comme on est. Un minéral se comporte comme un minéral. Une plante se comporte comme une plante. Et l'animal comme un animal, et l'homme comme un homme, et l'ange comme un ange. Voilà. Et c'est au comportement des choses, des êtres, qu'on peut voir quelle nature ils ont. Donc à leur agir, on peut les connaître. Voilà. Comment ils agissent, comment ils se comportent. Donc, je répète, la nature d'un être se traduit dans ses actes. Parce qu'on ne peut pas directement voir dans la nature des choses. On n'a pas des rayons X qui voient dans l'intérieur des choses ce qui sont. On sait ce que les choses sont par leur comportement, leur réaction. Action, réaction. Pour pouvoir affirmer qu'il y a dans le végétal, donc les plantes, une force vitale immatérielle, comme dit cette deuxième école de Montpellier. Il faudrait donc pouvoir signaler dans le cycle vital au moins un phénomène positivement irréductible aux forces générales de la matière. Donc si cette école de Montpellier dit que tout principe vital de tout ce qui est vivant est immatériel, puisque operari sequitur esse, il faut forcément constater tôt ou tard, parmi les plantes, et même les animaux, etc., un comportement qui n'est pas réductible, donc qui n'est pas matériel, qui ressort de niveau spirituel, donc immatériel. C'est la même chose. Spirituel et immatériel, c'est la même chose. Donc la définition de spirituel, c'est ce qui n'est pas matériel. Et voilà, donc l'immatériel, c'est le spirituel. Donc il faut une action immatérielle pour pouvoir poser que quelque chose est immatériel. Il faut qu'on constate un agir immatériel. Alors, essayez de trouver parmi les plantes une action immatérielle spirituelle. Hein. Allez-y. C'est un défi, hein. Allez-y. Hein. Or, il ne semble pas qu'il existe un seul phénomène de ce genre dans le monde végétal et même animal, du niveau spirituel. Dans l'homme, oui. Quand l'homme commence à parler, il exprime des idées, il peut donner des définitions, il peut comprendre des définitions des choses, il peut commencer à compter, faire les mathématiques qui sont abstraites, le monde matériel, etc. Donc une définition et une formule mathématique est abstrait de toute chose concrète, parce qu'elle est applicable à toute chose existante et même non existante, tout. Même les choses de fantaisie qui n'existent pas. 1 et 1 et 2. Quand on a une fantaisie, par exemple, d'un centaure qui n'existe pas, eh bien, un centaure et un centaure fait 2 centaures. Voilà.
Donc les mathématiques sont tellement abstraites des choses qu'elles sont applicables à tout, même à des choses qui n'existent pas. Voilà. Donc c'est la preuve que c'est immatériel. Un ange et un ange, c'est deux anges. Voilà. Donc c'est une idée, c'est deux idées. Donc 1 et 1, c'est 2, c'est applicable à absolument tout. Donc c'est abstrait, ce n'est pas attaché à la matière. Donc c'est immatériel. Voilà. Donc celui qui est capable de faire les mathématiques est déjà un être spirituel. Eh bien, les plantes ne sont pas capables de faire les mathématiques, n'est-ce pas? Comme l'homme. Même l'animal n'est pas capable de faire les mathématiques. Donc il ne semble pas qu'il existe un seul phénomène du genre immatériel, spirituel, parmi les plantes. Les plantes se nourrissent des minéraux, ils prennent la terre, ils prennent de l'eau, de l'air, du soleil. Ils ont un procès chimique qui réduisent à eux-mêmes les choses pour le rendre utile, pour croître et se développer, etc. Et dégagent autre chose utile pour l'homme, hein, par exemple l'oxygène. Ils prennent le CO2 et ils donnent l'oxygène, donc c'est magnifique. Donc ils ont un but, ils sont très utiles, mais c'est tout à fait matériel. C'est matériel, c'est une fabrique sophistiquée, n'est-ce pas? Une plante. Donc il ne semble pas. On n'a jamais constaté un comportement spirituel parmi les plantes. Alors, ce qui fait la supériorité, donc je reviens au texte, là, de l'être vivant sur celui qui ne vit pas, donc le minéral, la pierre, la planète, le rocher, etc., donc ce qui ne vit pas. Donc la supériorité de l'être sur celui qui ne vit pas, ce n'est pas la nature particulière des forces qu'il met en jeu, mais seulement le concours constant et harmonieux de toutes ces forces pour réaliser le but intrinsèque de la nature vivante. C'est de croître, se multiplier, etc. Donc se maintenir dans l'existence, se nourrir, croître, multiplier. Pour la plante. Hein. Donc le but intrinsèque de la nature, et être beau, voilà. La plante chante la beauté, et elle a encore d'autres utilités, comme je viens de dire, elle est purifilaire, etc. Donc le but intrinsèque de la nature vivante, de la plante, voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est ce qu'on a constaté par la science. Le bien-être de l'individu, et donc de l'individu, de la plante, donc c'est son but, que la plante fait tout pour qu'elle soit bien, elle prend de l'eau, de l'air, du soleil, etc., tout ce qui est là. Et la conservation de l'espèce, donc elle se multiplie, elle jette des semences, etc. C'est le but intrinsèque de la vie, de la nature vivante. Donc il y a ça, c'est la supériorité de l'être vivant sur ce qui ne vit pas. Ce qui ne vit pas n'est pas capable d'organiser le bien-être de son individu, n'est-ce pas? Il peut rien, il ne bouge pas. Alors, deuxième point qu'on considère pour donner la preuve du vitalisme scolastique. Donc, on a refuté, avait déjà un argument très fort, cette exagération de l'école Montpellier qui dit que tout principe vital est immatériel. Non, parce que si le principe vital est immatériel, il a une activité immatérielle. Il n'y en a pas parmi les plantes et les animaux, qui sont quand même vivants. Donc l'être vivant n'est pas forcément sur le plus profond de son âme animale, immatériel. Donc pas toute âme est immatérielle. L'âme au sens philosophique, ça veut dire ce qui anime l'être vivant, mais pas au sens de l'âme humaine, parce que dans l'âme humaine, effectivement, elle est immatérielle parce qu'elle est capable de faire des choses immatérielles. La mathématique, etc. La définition, le langage, la littérature, etc. Donc elle est capable de faire des choses spirituelles. Mais ce n'est pas le cas de la plante. Donc on parle de la vie en général. Le principe de vie général, donc aussi pour les plantes et les animaux. Donc, voilà. Deuxième point, le premier principe de la vie
est une substance douée d'une inclination naturelle. Premier principe de la vie. Est une substance douée d'une inclination naturelle. Voilà, alors, explication. L'organisation la plus élémentaire, même celle d'un être unicellulaire, donc il y a une seule cellule, présente un groupement harmonieux, étonnamment complexe, d'éléments et de forces, qui concourent d'une manière permanente à former et à entretenir tout ce qu'on appelle organisme. L'existence et surtout la stabilité de ce groupement doivent nécessairement avoir une raison suffisante. Voilà. On constate l'organisme, donc l'organisation de tout ce qu'on vient de dire. Voilà. De là vient le mot organisme. Donc cet organisme doit avoir une raison suffisante, c'est-à-dire une cause suffisante. Raison, encore au sens philosophique, ça veut dire une cause. Cette raison suffisante, cette cause qui est capable de causer l'organisme, ne se trouve pas dans le fait de l'organisation. C'est en effet ce fait même qu'il s'agit d'expliquer. Sinon, on tourne en rond. Donc, la raison suffisante de l'organisme, c'est l'organisation. Mais d'où vient l'organisation de l'organisme? Donc, il faut aller plus profondément. C'est ce fait lui-même qu'il faut expliquer, l'organisation de l'organisme. Comment ça se fait que l'organisme s'organise? Ça va pas tout seul quand même, il y a une cause, il y a quelque chose qui l'a mis en marche, qui l'a organisé. Cette multitude d'éléments dans la plante et dans l'animal, et de forces associées, tous les organes de l'animal sont associés. Le foie est associé à la digestion, l'appareil digestif, les poumons, tout un organisme qui est lié à la circulation du sang, le sang qui fait circuler l'oxygène, etc. Donc, des forces associées, donc c'est un mécanisme très compliqué, et magnifique et magistral, l'organisme vivant, même dans les plantes. Donc cette multitude d'éléments de forces associées sont, de par leur nature, parce que ça se trouve dans toute plante, tout animal, ça appartient à la nature, indépendants les uns des autres. Il faut donc autre chose que leur union actuelle pour expliquer la stabilité du groupement. On ne peut pas expliquer l'un organe par l'autre organe. Non, c'est tout l'organe et tout l'organisme qu'il faut expliquer. Ils s'entraident, ils sont en interaction, oui, bien sûr, mais l'un n'est pas la cause de l'autre. L'estomac n'est pas la cause du foie et le foie n'est pas la cause des poumons, etc. Donc, il faut chercher une autre explication plus profonde. Autre chose. Cette raison suffisante, donc la philosophie va toujours dans les causes les plus profondes des choses. Cherche la cause la plus profonde, l'explication la plus profonde. Cette raison suffisante de l'organisme vital ne gît pas davantage dans les conditions extérieures ou de milieu. Donc ce n'est pas le milieu, l'environnement, donc les causes extérieures, qui expliquent l'organisme vital. En effet, les mêmes types peuvent vivre, donc les types de plantes, les types d'animaux, peuvent vivre dans des milieux très différents.
Voilà. C'est différent. On trouve le chien au pôle Nord chez les Esquimaux et on trouve les chiens au Équateur. Le chien se trouve, donc n'est pas explicable par le milieu et par les conditions extérieures. Il peut exister dans des milieux très différents. Des types d'espèces différentes vivent dans un même milieu extérieur. Voilà. Le contraire est aussi vrai, que le milieu n'explique pas les types parce qu'il y a des types très différents qui existent dans le même milieu extérieur. Donc ce n'est pas le milieu extérieur qui fait vraiment la nature intime des choses vivantes. Ça ne vient pas de l'extérieur milieu. Donc c'est tous les éléments qui sont autour. Par exemple, j'ai ici un Spathiphyllum. C'est une plante que j'ai achetée parce que c'est la plante qui, selon la NASA, est la plus purifiante de toutes les plantes sur la Terre. Le Spathiphyllum, c'est une plante très belle avec des feuilles très très vertes et des belles fleurs blanches et qui purifie l'air, qui enlève tout l'élément nocif de l'air. C'est la seule plante qui enlève tous les éléments nocifs de l'air. Donc c'est fait une étude qui est faite par le NASA. Eh bien, cette plante vient de l'Amazonie. Eh bien, je l'ai ici dans la maison et ça marche très bien. Voilà, je donne beaucoup de l'eau. Voilà, pas trop de soleil parce qu'en Amazonie, elle est dans la forêt, en dessous des arbres. Donc, elle ne supporte pas trop de soleil. Eh bien, ça marche très bien. Voilà. Elle n'est pas en Amazonie, elle est ici en Belgique, dans une maison, pas dans la forêt. Eh bien, elle marche très bien. Voilà. Donc, bien sûr, il a besoin d'un milieu, mais le milieu n'est pas la cause de l'espèce. Si vous voulez voir la plante, voilà, c'est la plante, vous voyez, ici, vous voyez, c'est le Spathiphyllum. Voyez. Le Spathiphyllum, voilà, avec une belle fleur blanche au sud. Voilà. C'est un exemple. Hein. J'ai découvert ça par hasard. Donc c'est très intéressant. Par la pollution actuelle, voilà, j'aime bien les plantes qui purifient. Voilà. Quand même. Alors, et c'est le champignon. Le champion. C'est le champion de toutes les plantes. Le champion, c'est la plante qui purifie le plus l'air. Et elle vient d'Amazonie, mais elle va très bien ici en Belgique. Donc, on continue le texte. La lutte incessante que l'organisme doit constamment soutenir contre les causes destructives les plus nombreuses et les plus variées, extérieures et même intérieures, donc les maladies, etc., donc les moisissures, etc. Donc il y a toujours des causes destructives, des éléments qui essaient de détruire l'être, hein, de la plante, de l'animal, hein, donc, et finalement elle va mourir un jour. Donc il y a des causes, donc elle a une lutte incessante. Cette lutte incessante ne permet pas d'ailleurs d'attribuer à l'intervention immédiate de Dieu la persistance du groupement harmonieux. Donc on pourra dire tout vient directement de Dieu. Ah non? Donc c'est la cause première de toute chose. Non, parce que la plante est capable de se défendre elle-même. L'animal. Il a une capacité de lutter, de survivre. Il a pas seulement un instinct de survie, mais aussi des moyens de survie. Donc, je répète, la lutte incessante d'organismes ne permet pas d'attribuer donc à l'intervention immédiate de Dieu la persistance du groupement harmonieux.
Donc la plante et l'animal est capable de survivre. Pas toujours, hein, mais dans beaucoup de cas, sinon il y a des plantes qui disparaissent. Et les plantes continuent à exister. Il n'y a pas tellement, enfin j'espère quand même maintenant, bien sûr à cause de la pollution de l'homme, il y a extermination d'espèces, mais ça c'est plutôt exceptionnel. Donc il y a des espèces de plantes, d'animaux qui existent déjà des milliers d'années. Hein. Donc ils ont en eux une capacité de résister contre les causes destructives et la capacité de se développer et de se transplanter, de se multiplier et de garder l'espèce en vie, sans intervention spéciale directe de Dieu. Il faudrait dans ce cas admettre que Dieu intervient sans relâche. Ouais. Si on admet la cause immédiate, donc Dieu, à chaque fois, alors il faut que Dieu intervienne tout le temps. D'une manière directe et immédiate, supprimant ainsi l'action des causes secondes. Et ça, c'est pas vrai, parce que le bon Dieu aime d'agir à travers des causes secondes. Il est la cause première, il agit par la cause seconde. Donc la continuation de l'espèce des plantes, des animaux, se fait par les plantes eux-mêmes et par les animaux eux-mêmes. C'est pas par Dieu qui crée à chaque fois une autre plante. Donc Dieu a donné un pouvoir de se transmettre et de se tenir en existence. Il ne reste... Alors, voilà, donc je vais tourner la page. Voilà. Il ne reste donc qu'une seule explication plausible au groupement harmonieux et stable réalisé dans l'organisme. D'où vient alors cet organisme, avec toute cette organisation harmonieuse dans l'organisme vital, des plantes, des animaux? C'est la présence en eux d'un principe foncier tendant nécessairement vers un but intrinsèque, donc qui appartient à l'intérieur, à la plante elle-même, à son essence, un but intrinsèque à l'organisme. Sa conservation. Donc le premier but intrinsèque à l'organisme, c'est la conservation, déterminant la convergence de toutes les forces dont il dispose vers la réalisation de ce but et combattant sans cesse les influences qui y feraient obstacle. On constate dans la plante, dans l'animal, une force, un principe foncier qui fait en sorte que la plante et l'animal survivent et résistent à des éléments hostiles, des causes destructives, les plus nombreuses et les plus variées, dit le texte ici. Eh bien voilà. Et c'est pas Dieu, parce que Dieu ne préfère pas agir directement. S'il le peut, il agit toujours par des causes secondes. Donc, enfin, l'être organisé, donc l'être vital, organisé, l'organisme, n'est pas un simple groupement d'atomes et de forces, comme dit l'école Montpellier, mais une substance douée d'une tendance naturelle. C'est une tendance naturelle à réaliser et à conserver les conditions d'organisation, les conditions pour être organisme, pour continuer à exister comme organisme. Voilà. La plante fait en sorte qu'elle peut continuer à exister. Donc elle mange, elle boit de la terre et de l'eau, elle prend de l'air et du soleil, de la lumière,
Et, voilà. Et elle cherche vers la lumière, elle se tourne vers la lumière, et tout ça pour survivre. Et c'est quelque chose qui est à l'intérieur, une sorte de tendance naturelle, qui est beaucoup plus qu'un simple groupement d'atomes et d'états de force. C'est un principe vital. C'est pas un principe chimique en termes modernes, mais c'est pas un procès chimique, mais c'est un procès vital. Voilà. C'est la différence entre la chimie et la biologie. Voilà. La biologie s'occupe la chimie s'occupe des réactions chimiques, des minéraux, et la biologie des êtres vivants. C'est une substance une. C'est une plante qui est devant nous. C'est un animal qui a une vie de plante, une vie animale. Une nature une. C'est un chat. C'est un chien. C'est un oiseau. C'est une fourmi. C'est un éléphant. C'est une nature une. Composée de matière. C'est de la matière parce que c'est sensible. Ça a du poids, des propriétés sensibles. Composée de matière et d'un principe substantiel spécifique que nous appelons âme ou principe de vie. Voilà. Donc l'âme, c'est le principe de vie. Au sens philosophique, comme je viens de dire tantôt, le principe de vie, autant pour il y a une âme au sens philosophique pour les plantes, que pour les animaux, que pour l'homme et que pour l'ange. Donc l'âme, au principe de vie. Donc c'est pas âme dans la notion quotidienne, donc du langage vulgaire quotidien, mais un terme philosophique. Alors, dernier élément, après l'état de la question et la preuve du vitalisme scolastique, on va voir l'unité de la substance vivante. Donc on vient de dire que la substance est une. Eh bien, on va l'expliquer. Il y a une substance seulement. Tout organisme est composé de cellules, etc. Et chaque cellule accomplit certaines fonctions vitales. On pourrait en conséquence être tenté de considérer chaque cellule de l'organisme comme un être vivant à part et dire, comme on l'a dit réellement, il y en a qui l'ont dit, que l'organisme est une sorte de collection, une colonie de cellules indépendantes, mais qui travaillent ensemble. Donc l'organisme vivant est une colonie de cellules indépendantes. C'est vrai que tout organisme est composé de cellules, mais on va voir si c'est vrai que c'est une colonie de cellules indépendantes. Non, on considère, avec Aristote et saint Thomas, que cette conception est radicalement fausse. L'être vivant offre toujours deux traits distinctifs qui font admirablement ressortir son unité substantielle, à savoir la coordination de ses organes et la subordination de leurs fonctions. Donc il y a deux traits dans tout organisme vivant, deux traits distinctifs qui montrent son unité substantielle, que la plante, l'animal est un être un. Même s'il est composé, c'est quand même un être un. Un être composé, mais quand même un être un. Et ces traits distinctifs
c'est la coordination de ces organes. Ce pas des cellules indépendantes, mais ils sont coordonnés. Et la subordination de leurs fonctions. L'un est soumis à l'autre. Il y a des fonctions inférieures et des fonctions supérieures. Tout organisme est un tout continu. Un tout. Qui a des parties, bien sûr, mais c'est un tout. Considéré à l'œil nu ou étudié au microscope, ces éléments n'apparaissent jamais comme disjoints. Voilà, on constate même, visiblement. Jamais disjoints, jetés pêle-mêle au hasard. Ils sont reliés entre eux suivant une disposition régulière, dépendant l'un de l'autre, et concourent par leurs structures respectives à la constitution harmonieuse d'un tout dont ils sont les parties. Donc ce n'est pas comme une colonie, une masse de cellules indépendantes, mais c'est un organisme, une organisation. Ça fait un tout. Un tout qui a bien sûr de parties, plusieurs parties, mais c'est un tout. Un tout organisé et bien composé, avec une disposition régulière, dépendant les uns de l'autre, et concourant par leurs structures respectives à la constitution harmonieuse d'un tout. Donc l'unité de subordination, le subordonné et le surordonné font une unité ensemble. Donc l'unité de subordination n'est pas moins merveilleuse dans l'organisme. Nous avons montré plus haut, numéro 8. Alors numéro 8, c'était l'organisme humain et ses fonctions. On a déjà vu que l'homme a plusieurs fonctions. Il a un niveau minéral, végétal, animal et spirituel. Et bien sûr, il y a une subordination dans l'homme. Il y a plusieurs niveaux, et l'un est en dessous de l'autre, et l'autre est au-dessus de l'un. Nous avons montré plus haut la connexion étroite de toutes les fonctions si diverses des organismes compliqués. Et nous sommes des êtres compliqués, composés. Compliqués dans le bon sens, parce que c'est une œuvre de Dieu, et tout ce que fait Dieu, c'est bon. Donc c'est pas compliqué dans le sens négatif, mais compliqué dans le sens de composé. Ça veut dire pas simple. Pas simple comme un ange. Un ange est simple. C'est un esprit, puis c'est tout. Voilà. L'homme est composé, compliqué. Il est vrai que les divers tissus dans les organismes jouissent d'une certaine autonomie. Un tissu, c'est un tissu, et un tissu n'est pas un autre. Donc, la peau n'est pas la même chose que la viande, dire la chair du foie, de l'estomac, du cœur. Donc, il y a divers tissus, et les tissus jouissent d'une certaine autonomie. Donc, le tissu de la peau est propre à la peau, qui n'est pas la même que celle du tissu d'un organe. Mais quand même, chacun accomplit sa fonction spéciale. Le foie a une fonction spéciale, la bile, etc., fonction spéciale. Le cœur, les poumons, le cerveau, etc., fonction spéciale. Mais son activité est toujours réglée. Il y a une règle. Il y a quelque chose de régulier. Elle est régulière, subordonnée
aux besoins de l'organisme. La partie est toujours subordonnée au tout, au service du tout. Voilà. Le foie va tout faire pour que le corps fonctionne bien. La même chose pour l'estomac, la même chose pour le cœur. Donc tous collabore au bien du tout, de l'être entier. Et quand l'être entier marche bien, il va bien, alors les organes en profitent aussi. Si vous avez un corps en bonne santé, tous les organes en profitent que le corps est en bonne santé. Le bien de l'organisme total est toujours la règle d'action de chaque organe, de chaque tissu. Voilà. Donc chaque organe, chaque tissu a une tendance à organiser le bien, à collaborer au bien-être du tout. Voilà. Donc c'est la fonction de la partie, c'est d'être au service du tout. Et puisque le tout va bien, alors cette partie va aussi bien. En même temps, elle va collaborer à son bien-être personnel. Hein, parce que le bien commun, si on collabore au bien commun, puisque ce bien est commun, finalement, il y a un retour. On travaille au bien du tout, mais puisque le tout va bien, on est parti du tout, on va aussi profiter de ce bien-être du tout, puisqu'on est parti de tout ce tout. Voilà. Donc il y a un retour, bien commun, c'est bien sûr le bien du tout, mais c'est un bien commun, donc nous l'avons en commun. Donc il nous appartient aussi donc à l'organe, à l'individu. C'est comme dans une société, hein, donc on fait tout pour que la société fonctionne bien, mais si la société fonctionne bien, on en profite aussi puisqu'on est un membre de cette société. Donc cette unité morphologique et fonctionnelle est le signe certain d'une unité plus profonde, l'unité de nature, l'unité substantielle. Voilà. Donc tous les organes fonctionnent à façon à collaborer au bien du tout. Donc il y a un tout, il y a une unité de nature, l'unité substantielle. Substantielle parce que ce tout c'est une substance qui existe distinctement d'autres êtres. Un chat n'est pas un chien n'est pas un arbre c'est pas une chèvre, etc. Donc une chèvre c'est pas un homme, etc. Donc tous des êtres différents, des substances différentes, mais chacune avec sa propre nature. Et à l'intérieur des organes, qui travaillent pour le bien de cet être substantiel. Voilà. Alors, dernier point, divisibilité des êtres vivants, pour terminer ce chapitre. Oui. Je vais tourner la page. Divisibilité des êtres vivants. Voilà. On objecte parfois contre cette unité substantielle le fait que des êtres vivants peuvent se diviser. Oui. Il y en a qui peuvent se diviser. Oui. La plante se reproduit par bouture, par exemple. Tel fragment d'hydre reproduit un animal complet. Les vers de terre se laissent partager en tronçons qui continuent à vivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? L'explication de ces faits se trouve dans cette formule d'Aristote. L'âme est végétative et une en acte, mais multiple en puissance. Voilà. En acte, ça veut dire en action réelle actuellement, l'action de vivre et d'agir, d'être et d'agir. Mais multiple en puissance, ça veut dire qu'elle a une puissance de se diviser comme le ver de terre, une puissance.
ou de se reproduire par bouture, en puissance. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas coupé en deux le ver de terre, il agit comme un être. Voilà. Donc il est un en acte, mais multiple en puissance. C'est possible de le couper en deux alors qu'il soit deux. Donc il généralise ça, Aristote. Hein. Donc l'âme végétative, donc il dit ça pour toute plante, est une en acte mais multiple en puissance. Ça veut dire que l'âme végétative est capable de se multiplier. Et c'est vrai. Elle est capable de se multiplier par rapport à une pierre. Une pierre ne peut pas se multiplier. Quand on la coupe en deux, c'est deux demi. Mais l'âme végétative est capable de se multiplier de sorte qu'il y a une plante comme elle-même. Pas la moitié, mais entièrement comme elle-même. Et même parfois plus. Hein. Pourquoi pas? Unité n'est pas forcément simplicité. Hein. Pas forcément. C'est deux choses différentes. Une unité peut être simple, comme l'ange, mais il y a des unités composées. Hein. Donc, unité n'est pas forcément simplicité. Ce qui est, de fait, indivis n'est pas nécessairement indivisible. Hein. Ce ver de terre est indivis, mais n'est pas indivisible. Rien ne révèle l'existence de forces simples ou immatérielles dans le développement de la vie organique. Donc il n'y a pas on ne peut pas constater un comportement qui peut conclure à une force simple ou immatérielle, comme on vient de le dire là tantôt. Mais rien n'empêche donc que l'être vivant ne soit divisible. Parce que quand c'est immatériel et spirituel, c'est indivisible. Tout esprit est indivisible. Mais puisque la plante n'est pas immatérielle, n'est pas spirituelle, elle est divisible en soi. Il n'y a rien n'empêche qu'elle soit divisible. Donc rien n'empêche donc que l'être vivant ne soit divisible. À la condition toutefois que chaque fragment possède tout ce qu'il faut pour continuer la vie de l'ensemble. Ouais, voilà. Donc on ne peut pas couper la plante comme ça, n'importe comment, mais par exemple le ver de terre, si on coupe une toute petite partie, alors c'est pas forcément la petite partie qui va survivre, donc il faut quand même un minimum. Donc il faut que chaque fragment dans lequel l'être vivant peut se décomposer, peut se diviser, possède tout ce qu'il faut pour continuer la vie de l'ensemble, pour faire une autre plante ou un autre animal. Or, cette condition se réalise dans les organismes inférieurs. Voilà. Les cellules sont capables de se diviser. Chez les animaux supérieurs, au contraire, cette division devient impossible. Par exemple, si on coupe un chat en deux, il est mort. Voilà. Car chaque fonction y est dévolue à un organe spécial, occupant une place distincte dans l'organisme. Voilà. Donc la multiplication des chats se fait par la progéniture, donc c'est une autre puissance. Mais donc la multiplication des chats se fait comme vous savez. Ça ne se fait pas en coupant un chat en deux comme un ver de terre. Donc, voilà. Donc il dit que ce sont ceux qu'on peut couper en deux. Il y a plusieurs conditions. Ça veut dire que les parties qui sont en deux, pour qu'ils continuent à exister, possèdent tout ce qu'il faut pour continuer la vie d'ensemble. Et cette condition se réalise dans les organismes inférieurs seulement. Voilà, c'est ce qu'il constate. Voilà, alors la fois prochaine, on va parler de l'origine de la vie organique. Après ce chapitre qui a expliqué la nature de l'être vivant. Donc, on va voir la prochaine l'origine. Alors, je vais essayer de rapprocher l'écran pour éventuellement voir des questions. Non, il n'y a pas de questions. Voilà.
On a passé l'heure, donc on va s'arrêter ici. Vous avez l'occasion de poser des questions. Ici, je suis à la page 197. Et là, la fois prochaine, on va arriver ici à la page 216. Voilà, 216. Parce qu'il y a plusieurs éditions. Donc l'édition que j'ai ici ne correspond pas forcément à l'édition téléchargée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions là? Donc, c'est vrai que c'est pas. Oui. Donc c'est la psychologie, ça veut dire l'étude de la psyché, donc de l'âme, de ce qui anime donc l'homme, mais l'homme à plusieurs niveaux, minéral, végétal, animal, etc. Donc forcément, pour étudier l'homme, il faut bien étudier aussi les niveaux, les différents niveaux. Donc on est maintenant au niveau végétatif et animal, pour la notion de vie qu'on a vue, et qui est générale. Ensuite, la nature d'être vivant. Voilà. Avec le titre de la question, preuve de vitalisme scolastique, et l'unité de la substance vivante et la divisibilité des êtres vivants. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions? Voilà. S'il n'y a pas des questions, c'est que c'était clair, j'espère. Ou bien, autre possibilité, c'est qu'il faut réfléchir encore à ce qui a été dit. C'est une matière assez assidue et qu'il faut réfléchir un petit peu. Donc vous avez le texte là. J'espère que, enfin, la plupart. Si vous avez besoin de liens pour trouver le texte, envoyez-moi un petit message. Alors je vous envoie le lien pour télécharger par vous-même le texte. Voilà. S'il n'y a pas de questions, donc vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat. Donc c'est quelque part sur votre page, vous avez la possibilité de taper un texte avec des questions, si vous voulez. S'il n'y en a pas, voilà. Alors je pars du principe que tout est clair. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la prochaine, donc mardi prochain, c'est de nouveau une alternance avec le cours de spiritualité et la philosophie psychologique. On la continuera la semaine après, si Dieu veut. Merci. Bonne soirée à tous.